Quel rôle économique joue l'horticulture, un sous-secteur de l'agriculture? Comment tirer davantage parti de ce secteur, pourvoyeur d'emplois et de richesses? La compétitivité des produits horticoles sénégalais sur le marché sous-régional et international, avec la découverte du pétrole et du gaz. Quels sont les enjeux de l'exploitation de ces ressources pour booster le secteur horticole du Sénégal? Pour avoir des réponses à toutes ces questions, Business Mag reçoit ce samedi 16 mars 2019 Macoumba Diouf, directeur en sciences agronomiques, directeur de recherche et directeur national de l'horticulture. Business Mag, c'est sur la 90.3 iRadio de 11h10 à midi avec Oumou Kalsoumba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole et du gaz, mais également le rendez-vous de toute l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Monsieur Macoumba Diouf, directeur national de l'horticulture, notre invité. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences agronomiques et directeur des recherches. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Diouf. Merci beaucoup, madame Oumou Kalsoumba. Merci beaucoup à iRadio. Bonjour à l'ensemble de vos auditeurs d'ici et de la diaspora. Merci beaucoup. Voilà, l'horticulture, un sous-secteur de l'agriculture, l'un des plus importants, les experts s'accordent à le dire, qui joue un rôle déterminant dans l'économie nationale. Alors, pour camper le débat, écoutons d'abord Awa Diop qui nous fait le point. L'horticulture, une activité productive et compétitive avec en moyenne 25 à 30% de tonnes à l'hectare. Ce sous-secteur est aussi un créateur massif d'emplois. Mais au-delà de la productivité et de la compétitivité, l'horticulture sénégalaise contribue à équilibrer la balance commerciale du pays. Pour ce qui est des performances de l'horticulture sénégalaise, de 2012 à 2017, le Sénégal est passé à peu près de 905 000 tonnes fruits et légumes à 1 320 000 tonnes selon la direction de l'horticulture. Et pour les exportations, on passe à plus de 52 000 tonnes de produits à 106 200 tonnes en 2017. Mais présentement, l'eau reste un véritable défi et un enjeu réel pour développer l'horticulture. Et la zone des Niayes, jadis grenier de l'horticulture, est de plus en plus concurrencée à l'échelle nationale par des zones émergentes comme la vallée, dans le delta à Sandiara, sur la Petite Côte et à Kaolack. Les autres défis à relever selon les acteurs sont l'accès au financement adapté pour les investissements du sous-secteur et le manque de schémas de contractualisation entre les producteurs et les commerçants. Les décideurs politiques sont invités à être plus ambitieux en mettant en place des infrastructures de stockage et de conservation adéquates pour assurer et couvrir les besoins horticoles du Sénégal sur toute l'année. Awa Diop, merci infiniment. Docteur Macoumba Diouf, vous avez écouté le papier, le point avec ma consoeur Awa Diop. Votre réaction? Merci beaucoup, Moukalsoum. Merci d'abord pour votre invitation et pour l'opportunité que vous nous donnez, encore une fois, de partager avec nos compatriotes sur des questions aussi importantes que la question de l'agriculture de manière générale, mais du sous-secteur horticole de manière particulière. C'est l'occasion pour moi, puisque c'est ma première fois de venir à votre plateau, de féliciter l'ensemble des autorités de iRadio pour cette nouvelle trouvaille qui vient, n'est-ce pas, renforcer le paysage médiatique de notre pays. Et vous souhaitez aussi bon vent. Merci beaucoup. Après vous avoir félicité pour le travail de qualité que vous faites depuis que vous avez commencé à émettre. Merci infiniment. Donc je disais tout à l'heure que je vous remercie pour cette invitation et je partage parfaitement je dirais pas bilan, mais en tout cas le tableau que votre consoeur Awa Diop, si je ne me trompe, vient de dresser du sous-secteur horticole, qui est un sous-secteur, comme on l'a dit vous-même en introduction, qui est le sous-secteur le plus dynamique aujourd'hui de notre agriculture. Si on le dit, c'est pas tout simplement parce que les productions ont augmenté par rapport à avant. C'est pas seulement par rapport au fait que les exportations ont augmenté par rapport à avant, non. C'est plus par rapport à un
rythme, par rapport à une dynamique. Bon an, mal an, c'est l'un des seuls sous-secteurs, ou c'est le seul sous-secteur où, de manière constante, on note d'année en année une augmentation des productions de 5 à 10% d'une année à l'autre depuis 2012. Il n'y a pas de dents de scie, il n'y a pas de break. C'est une augmentation constante. Donc si on parle d'un dynamisme d'un secteur, c'est comme ça qu'on peut le juger, entre autres. C'est le sous-secteur où les exportations augmentent de 15 à 20% en moyenne tous les ans. Ça, c'est un autre indicateur. Un autre indicateur, c'est le seul sous-secteur où l'exploitant peut s'occuper s'il le souhaite. Presque 12 mois sur 12. Façon de parler, parce qu'on a une contre-saison froide qui va d'octobre au mois de février de l'année suivante. Une contre-saison chaude qui va de mars à juin de la même année. Et un hivernage qui va de juillet à octobre. Parce qu'il y a même des espèces maintenant horticoles qu'on cultive en hivernage. C'est pour cela que les bonnes dames, si vous l'avez constaté, par rapport aux années antérieures ou précédentes, se plaignent beaucoup moins maintenant de rareté de légumes. Je vous vois sourire pendant l'hivernage. Donc tout ça, c'est des indicateurs. Donc en termes d'occupation, d'emploi aussi, quand on parle d'emploi, c'est une activité qui doit vous occuper, Madame Kalsoum, le plus clair de votre temps. C'est pas une activité où le congé dépasse la période d'activité. Ça, c'est pas un métier. Donc si, à la faveur de la loi d'orientation agro-silvopastorale et de la volonté et de la vision éclairée du chef de l'État, depuis 2012, de faire du secteur de l'agriculture le moteur du développement économique et social de notre pays, si on parle de ça, on parle d'activités agricoles comme source également d'emplois massifs et durables et décents. C'est pas pour une activité qu'on mène 3 mois seulement. Donc c'est un peu pour vous dire également l'autre élément qui fait que l'horticulture joue un rôle particulier. Mais c'est pas fini, l'aspect nutritionnel. On a l'habitude de parler d'autosuffisance alimentaire. Oui, mais la qualité nutritionnelle est aussi importante parce que c'est ça qui gère quelque part la santé humaine. Et on sait ce que représente la facture sanitaire de notre pays. Très élevé. Très élevé. Donc on doit jouer aussi sur cet aspect. Et si on parle de qualité nutritionnelle, en parlant de production agricole, c'est vraiment des fruits et légumes que nous voulons parler. C'est là-bas que vous trouvez les vitamines, c'est là-bas que vous trouvez les minéraux qui gèrent plus que tout autre élément nutritif la santé humaine. C'est vrai que les tout couleurs s'intéressent plus à ce que le ventre soit plein, mais nous, Sérères, on s'intéresse à une alimentation équilibrée qui fait que même si vous ne grossissez pas, façon de parler, mais vous êtes en bonne santé. Donc voilà, donc c'est dire que ça aussi c'est le sous-secteur horticole. Donc regardez les tableaux au niveau, à ce niveau, sur lesquels on peut jouer parlant de l'horticulture. Je parlais d'emploi tout à l'heure. Vous avez un actif en moyenne par hectare pour les grandes cultures, c'est-à-dire les cultures d'hivernage, où ils ne trouvent même pas son compte, il faut le dire. Vous avez 5 à 6 actifs à l'hectare pour l'horticulture, où à la fin de la campagne, quand ils auront fini de commercialiser, chacun gagnera de manière décente. Donc, c'est un peu pour dire également, c'est un élément particulièrement important. Au plan économique, pour revenir au bilan que vous avez dressé tout à l'heure, les rares, enfin pas les rares, parce que c'est courant maintenant, on en est presque à 7 spéculations majeures qu'on exporte. Quand on parle d'exportation et on ajoute agricole, pour le Sénégal en tout cas, vous pensez tout de suite fruits et légumes. Il n'y a que un peu l'arachide depuis quelques années, avec la Chine et les autres, qui commence ou qui a commencé à contribuer. Mais sinon, c'est les fruits et légumes. Et on a besoin, elle l'a dit tout à l'heure, d'équilibrer la balance commerciale de notre pays. On ne peut pas continuer à dépenser pour enrichir le producteur européen ou américain, ça dépend des pays d'origine, l'homme d'affaires européen, l'homme d'affaires américain, alors qu'on a ces mêmes acteurs au niveau national. Donc, à la faveur de la volonté du chef de l'État, qui ne s'est pas limité seulement à une vision, à une volonté, qui a mobilisé les moyens pour appuyer de manière
exceptionnel, vraiment sans précédent. L'agriculture de manière générale, mais le sous-secteur horticole qui était laissé quand même en rade. C'est pas rare d'entendre vos collègues nous poser la question de savoir c'est quoi l'horticulture. J'ai dit c'est un problème. Parce que c'est une question qui me plaît et qui me déplaît à la fois. J'ai dit pourquoi il me plaît beaucoup. J'ai l'habitude de le répondre. C'est parce que quelque chose a bougé au point que vous vous intéressiez au sous-secteur horticole. Justement, quelque chose a bougé. Le bilan de la campagne horticole 2018, le Sénégal a battu un record. L'État avait tablé sur une production de 157 000 tonnes, n'est-ce pas? Un objectif atteint et même dépassé largement. Le Sénégal, c'est vrai, a fait des prouesses dans le domaine horticole, c'est vrai. Mais il y a de nombreux défis quand même à relever. Par exemple, dans la zone des Niayes, le fief des horticulteurs, ils ont exprimé leur doléance à notre correspondant Momodou Lamine Fati. Écoutons-le et revenons sur le plateau. Momodou Lamine Fati, oui, comme je vous l'avais dit, notre correspondant dans la banlieue dakaroise est allé à la rencontre des horticulteurs. C'est le fief des horticulteurs de Niayes. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mon technicien me fait signe que l'élément n'est pas encore en place. Donc, la production s'est établi à 150. L'objectif c'était 157 000 tonnes, un objectif largement dépassé. Comment vous avez fait pour quelle stratégie vous avez utilisée pour atteindre sa performance? Merci beaucoup Moukalsoum. La stratégie utilisée, c'est d'abord de décliner la vision politique du chef de l'État en activité, en mesure d'abord de soutien et d'accompagnement des exploitants horticoles, mais également un dispositif ou disposition technique allant du renforcement des capacités jusqu'à la structuration des producteurs, la mise en relation, l'intermédiation entre acteurs pour bâtir une vraie chaîne de valeur, pour que chacun des maillons ou des acteurs des maillons de la chaîne de valeur trouve son compte. C'est la stratégie qui a été utilisée. Parlant des moyens, vous le savez, l'horticulture, c'est un sous-secteur particulièrement productif. Votre collègue, votre conseiller l'a dit tout à l'heure. Là où vous avez moins d'1 tonne à l'hectare pour les grandes cultures, vous avez une moyenne entre 25 et 30 tonnes à l'hectare pour l'horticulture. Mais à côté, les espèces horticoles aussi ont des exigences en matière d'intrants, surtout d'engrais. Là, vous avez besoin de 150 à 200 kilos à l'hectare pour l'arachide, au maximum pour le mil, le sorgho, le maïs et j'en passe. C'est entre 300 à 500 kilos, jusqu'à même 1 tonne à l'hectare. Vous prenez le cas de la tomate. Donc, il n'y a pas photo. Donc, les besoins en engrais sont particulièrement élevés. Et donc, l'État a accompagné en soutenant avec les engrais subventionnés. On est passé de moins de 10 000 tonnes à presque 20 000 tonnes, on va dire 18 000 tonnes. Donc, et ça, c'était une volonté manifeste, un appui conséquent que le gouvernement a donné. C'est vrai qu'il y a lieu de beaucoup mieux faire pour exploiter ce potentiel. Bien sûr, et nous allons donner la parole aux acteurs qui sont basés à Niayes, fief des horticulteurs, et ils ont exprimé leur doléance à Momodou Lamine Fati, notre correspondant permanent dans la banlieue. Nous l'écoutons. À part l'ol, dina def persil chinois, dina def oignon, dinañ bay tomate, dinañ bay jaxatu. Ils ont choisi de travailler la terre, l'horticulture, ils en ont fait un métier. Ibrahima Dian est cultivateur dans les ravins de Niayes de Pikine. Sama bay bu nga xamné mom la ma ñëpp xamé presque moy salade quoi. Waaw, salade mom à tout moment ça yo dugg. Ma production principale c'est la salade. À tout moment la culture est là. À part la salade, je cultive les persils chinois, l'oignon. Dans cette zone, je suis le principal cultivateur. On cultive aussi des tomates et aussi des poivrons. Fi jafé-jafé ñi jankontel moy problème liquidation ak boudé bon yenn say. Nos difficultés majeures ici c'est la liquidation. Parfois aussi c'est l'invasion des insectes qui causent d'énormes dégâts, surtout en période de chaleur. L'année dernière, toute notre culture s'est gâtée, surtout les tomates et les poivrons. Insectes yi dañuy jur ci biir même daaw sax ci poivron bi ci nawet bi moo ñu dal quoi moo tax poivron bi daaw doxul daal doxul. Lan ngay def ni moom? Il est dans son jardin, 2 arrosoirs à la main. Babacar Cissé a fait 20 ans dans l'horticulture. Aujourd'hui, sa seule difficulté reste la commercialisation.
Très souvent, c'est les commerçantes qui viennent ramasser la production. Mais avec l'accès difficile dans cette zone, elles ne viennent pas très souvent. Dans ce cas, c'est nous qui nous déplaçons vers le marché. Le mois passé, des autorités étaient venues nous rendre visite, histoire de nous aider. Mais jusqu'à présent, elles ne sont plus revenues. Un lieu difficile d'accès. Les ravins des Niayes de Pikine sont très enclavés pour Ibrahima Dian. Et pourtant, des promesses ont été faites par les autorités. Et jusqu'à présent, rien. Premièrement, on voudrait que l'État nous construise une piste de production. Tu as vu, l'accès est très difficile. La pluie a détruit toute la route. En vérité, tout appui de l'État est la bienvenue. Mais on n'attend pas trop d'eux. Tu sais, très souvent, on accueille des politiciens ou des autorités avec des promesses, surtout en période électorale. Mais il n'y a jamais eu de suite. Ousmane Diao a plus de 15 ans d'expérience. Son problème, les semences et le financement. Nos difficultés majeures, c'est les semences. En réalité, la production a carrément chuté depuis cette année. Je pense que nous avons une mauvaise semence. L'année dernière, nous avions eu 10 casiers, mais cette année, nous avons que 3 casiers, maximum 5 casiers. Au niveau des autorités, nous attendons qu'elles nous appuient en semences de bonne qualité. En plus, nous n'avons pas de financement. Et en tant que jeunes, c'est difficile d'entreprendre au Sénégal sans financement. Parfois, nous avons des affaires financement, mais parfois, nous avons un problème de départ. Parfois, on entend des financements, mais c'est réservé à d'autres personnes. De toute façon, les autorités sont au courant que nous sommes là. Il faut qu'elles pensent à nous. Le président Macky Sall a dit qu'il va sécuriser la forêt, donc il doit se tourner vers nous. Parce que déjà, Macky Sall doit sécuriser. àll bi kon si boobaa kon bu ñu sécuriser àll bi kon ñoom war nañu mën a bàyyi xel am nañu fa nekk di daan seen doole kon war nañu mën a def je retiens quoi voilà. Regroupés dans la même zone, 40 ans la moyenne d'âge, Ibrahima, Babacar, Ousmane et tant d'autres veulent donner leur contribution pour développer le secteur de l'horticulture et font un clin d'œil aux autorités pour les accompagner à disposer de bonnes semences et des financements. Kédiawaye Mamadou Lamine Fati, iRadio. Mamadou Lamine Fati, merci infiniment. Monsieur Macoumba Diouf, vous avez écouté les promesses faites par les autorités, les semences, le manque de financement, l'invasion des insectes, la surproduction, le renforcement des équipements. Votre réaction? Merci beaucoup, madame. J'étais justement au moment où on écoutait cet élément, j'étais en train de vous citer en matière de soutien et d'accompagnement ce que l'État a fait pour régler les questions qui ont été évoquées. Certaines de ces questions ont été significativement abordées dans le sens d'une solution. D'autres le seront très bientôt. Et j'étais en train de vous parler des engrais. C'est vrai que lui... Il a parlé de semences, effectivement. Voilà, de la qualité des semences. De semences. Mais à côté, ça va ensemble. Et ce sont ces éléments qui me reviennent le plus souvent. Donc après les engrais, c'est les semences. Mais pour les semences, justement, c'est un domaine où déjà l'État a fait un appui particulièrement conséquent. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être difficile, pour ne pas dire impossible, de les accompagner pour éventuellement envisager de subventionner toutes les semences. Pourquoi? Parce que les semences horticoles sont quand même... L'horticulture est très différente des grandes cultures. Les grandes cultures, vous en avez 6 maximum. Mil, maïs, arachide, niébé, sorgho, sésame. Riz peut-être pluvial. Mais nous, on a une quinzaine, souvent même à une vingtaine d'espèces horticoles. Rien qu'à demander aux horticulteurs le nombre de légumes qu'ils trouvent sur le tchébidjon de midi.
Je veux dire, il y a beaucoup de spéculations. Donc, c'est les spéculations de grande consommation, on les appelle, qui font l'objet d'emplois-villes beaucoup plus importantes, qui peuvent être soutenues pour les semences. Mais les autorités, face à cette demande-là, devraient quand même prendre toutes leurs dispositions. C'est ce qu'elles ont fait. Prenez le cas de la pomme de terre. C'est l'une des spéculations dont les semences sont les plus chères. Le kilo, c'est à 650 francs. Le kilo. Et à l'hectare, vous avez besoin minimum d'une tonne. Si c'est les petits calibres, ça peut aller jusqu'à 3 tonnes pour les gros calibres. 3000 kilos fois 650. C'est beaucoup d'argent. L'État subventionne ça à 50%. Donc le kilo le revient à 325. On est passé de 130 millions de subventions en 2012, juste au moment où le président Macky Sall arrivait au pouvoir, à 6 milliards 500 millions cette année. Donc de 400 tonnes à 20 000 tonnes. Oui, c'est un pas important, mais il faudrait en faire plus. Tout à fait. Justement, mais il faut commencer quand même par saluer ces pas, mais c'est quand même, c'était pas imaginable à un moment donné. Les gens ne pensaient pas qu'on allait accorder cet intérêt à cette filière en termes d'accompagnement, parce que toutes les semences sont importées. Je reviendrai, parce qu'il faut aussi arriver à trouver une solution à ça. Donc, récemment, il était envisagé de faire autant pour, par exemple, l'oignon. On va en revenir sur l'oignon. Ça va certainement arriver. Mais bref, c'est pour dire donc, un pas particulièrement important a déjà été fait. Et je n'ai pas besoin de vous dire que c'est cette dynamique qui va se poursuivre, parce que c'est l'occasion de renouveler nos félicitations au chef de l'État pour cette confiance renouvelée des Sénégalais, et que ce travail va se poursuivre. Parce que c'est un élan qui a été lancé, et certainement on ira dans le sens d'une accélération de cette marche vers l'émergence à travers l'agriculture. Donc, c'est dire que ce pas va être fait, mais mieux, pour une démarche beaucoup plus durable et beaucoup plus structurelle. Un programme de reconstruction du capital semencier a été préparé au Sénégal, mais avec l'essentiel sur les grandes cultures. Mais pour l'avenir, forcément un focus sur la portée, et nous, direction horticulture, on a eu à faire ces propositions aux autorités pour la constitution, je l'appelle parce que pour l'essentiel, pour certaines espèces, il n'y en avait pas. La constitution d'un capital semencier pour les espèces horticoles, pour que ces semences se produisent ici même au Sénégal. Parce que la dépendance de l'étranger expose quand même notre horticulture. C'est un fait. Donc, c'est un peu pour vous dire que les autorités ont réfléchi et sont en train de prendre des mesures pour des solutions beaucoup plus structurelles et beaucoup plus durables. Le cas du foncier, il l'a dit en dernier lieu. Mais c'est important. Et c'est l'occasion de féliciter encore une fois M. le Président de la République et de le remercier. Je vous vois sourire. Mais si vous saviez ce qu'il a fait pour nous, vous allez faire de même. Oui, c'est important qu'il le fasse pour vous, mais il y a des acteurs aussi qui sont là. Oui, mais on l'a fait pour les acteurs. Qui sont des maillons importants quand même. Je vais vous expliquer pour vous dire qu'il l'a fait pour les acteurs. Vous avez entendu le monsieur dire, il a dit, on remercie le chef de l'État. Parce qu'on a appris qu'il a pris des mesures. Oui, parce que, tenez-vous bien, la zone des Niayes assure 60% de la production nationale de fruits et légumes. Justement, c'est pour cela qu'il faudrait vraiment tenir en compte toutes ces doléances et trouver des solutions idoines, parce qu'ils ont parlé quand même de promesses faites par les autorités qui ne sont pas revenues. Ils ont parlé de financement. Il y a la conservation des produits aussi qui sont périssables et la labellisation aussi. On va en parler. Mais parlons du foncier également. Il a dit qu'il a appris que le chef de l'État a pris une mesure. Il ne savait même pas de quelle mesure est-ce qu'il s'agit. C'est le décret qui érige la Grande Niaye de Pikine en zone naturelle urbaine, où on ne peut plus faire du béton, quoi, pour un peu résumer. C'est des usages, désormais, à caractère agroécologique, conformément à la vision du chef de l'État déclinée dans son programme de campagne, où il parle d'un focus sur l'agroécologie pour les 5 années à venir. Donc ça a sauvegardé, mais l'intérêt, ça a préservé l'intérêt et le revenu de l'exploitant des Niayes. Parce que s'il perd cette terre, s'il perd ce foncier, il est laissé en rade. Il n'a plus de source de revenus. Donc ça veut dire qu'il a accédé là, le chef de l'État, à une doléance majeure qui conditionne pratiquement tout ce qu'on est en train de dire. Et 80% également des exportations viennent des Niayes. Donc, M. le Président a compris ça et a instruit son gouvernement pour que des mesures à travers toutes les sorties que vous avez suivies que le ministre de l'Agriculture a fait dans les Niayes pour alerter sur des menaces de renchérissement des prix des légumes, si on y prend garde, mais également tout simplement affecter l'économie nationale, parce que vous le savez, avec les exportations, mais aussi le gel
des importations sur l'oignon, sur la carotte, sur la pomme de terre, mais c'est des économies importantes, mais surtout une redistribution de richesses au Sénégal. Parce que si on devait... pour vous donner juste un exemple, vous prenez 3 filières, oignons, pommes de terre, carottes, plus les exportations valorisées l'année dernière autour de 75, un peu plus de 75 milliards, ça vous fait, mine de rien, une enveloppe autour de 252 milliards de francs CFA comme impact. Mais ça, si on ne préservait pas les Niayes, entre autres, mais on menace dangereusement la croissance économique par l'agriculture. Parce que vous le savez, l'année dernière, l'agriculture, de manière générale, avec grand A, a contribué pour 16,9 à notre croissance de 7,2. Mais quelque part, si cette croissance peut être sécurisée d'année en année, c'est quelque part grâce à l'horticulture. Parce que je vous ai parlé de la constance, la régularité, la stabilité des performances, à la fois en termes de production, mais aussi en termes d'exportation. Donc ça veut dire que la mesure prise par le chef de l'État impacte à la fois au niveau de l'économie rurale, depuis le petit exploitant jusqu'à l'agribusiness, depuis le ménage jusqu'à l'économie nationale, jusqu'au trésor public. Donc, vraiment pour vous dire l'impact de ces... Les insectes, il en a parlé. Mais s'il y a un domaine où vraiment des efforts très importants ont fait grâce à nos collègues de la DPV, la direction de la protection des végétaux, c'est le domaine vraiment de la protection des cultures dans le domaine de l'horticulture. Vraiment, peut-être ils devront travailler à davantage appliquer les recommandations, les paquets techniques édictés à la matière. Mais c'est toujours bien de faire un suivi et de retourner là-bas voir. Oui, voilà. Ça se fait récemment avec la pomme de terre. Il y a eu quelques soucis vers la fin du cycle. On est descendu tout de suite. Est-ce que vous y allez régulièrement? Oui, si. On y va régulièrement. Parce que c'est même pas qu'on y va régulièrement. On y est constamment. Pourquoi? Quand je dis on y est, l'agriculture, c'est toute une équipe, c'est tout un dispositif. Il y a la direction de l'horticulture, mais il y a l'ANCAR avec des gens sur le terrain, il y a la direction régionale du développement rural avec ses gens sur le terrain, il y a les SDDR, les services départementaux de l'agriculture, il y a les projets et programmes qui relèvent de notre ministère et qui sont autonomes. Le cas du panel, le projet d'appui au développement économique des Niayes qui vient de se terminer, mais qu'un autre projet qu'on appelle le projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture avec la coopération italienne va remplacer bientôt et qui finance, et c'est l'occasion pour moi d'aborder la question du financement, qui entre autres... Qui a été évoqué par les acteurs. Tout à fait, a non seulement renforcer les capacités, parce qu'il faut aussi former, n'est-ce pas, les producteurs pour faciliter l'adoption des innovations technologiques qui sont source de progrès, n'est-ce pas, de gains de productivité aussi, mais de gains économiques, mais également, il faut les aider à avoir ce financement. Ce que le panel, entre autres, avait réglé avec des sortes de protocoles entre la CNCAS, les organisations de producteurs et le panel, où il y avait une sorte de garantie, comme l'activité horticole est une activité particulièrement rentable. Vous êtes sûr de pouvoir être payé si vous financez l'acteur parce qu'il gagne suffisamment. Ça c'est clair, c'est pas moi qui le dis. Rien qu'à aller dans les Niayes, vos collègues ont dû voir. Mais ils ont un problème de surproduction parfois et de conservation aussi. Oui, parce que nous sommes conscients que les produits horticoles sont périssables. Tout à fait. Qu'est-ce que l'État compte faire pour accompagner ces acteurs en ce sens? Mais qu'est-ce que l'État a fait déjà? Oui, l'État a déjà fait, mais qu'est-ce que l'État va continuer à faire? Ce qu'il va continuer à faire, c'est ce qu'il a déjà commencé à faire et que je vais vous rappeler. Si vous prenez certaines cultures comme l'oignon, il reste des pas à faire. Nous allons en revenir. La pomme de terre, des pas importants ont été faits, même si c'est quelque part avec la contribution du secteur privé. Oui. Donc, c'est renforcé dans le cadre du PAP 2, 2019-2024, et le PRACAS 2, qui va certainement, sur la base de la volonté des autorités, être élaboré, j'allais dire finalisé et validé et mis en œuvre, c'est de mettre, entre autres, le focus sur les infrastructures de conservation. Pour vous dire que c'est particulièrement justifié, les pertes post-récolte tournent autour d'une moyenne de 30%. Un manque à gagner. C'est particulièrement important. Pour certaines spéculations et pendant certaines périodes de l'année, ça peut même aller jusqu'à 50%. Ça veut dire, quelque part, ça reviendrait à mieux investir pour gérer dans le temps ce qu'on a produit qu'à investir pour augmenter la production. Donc, quelque part,
c'est un peu pour dire que c'est particulièrement pertinent. Mais des infrastructures ont été installées dans les Niayes pour l'oignon, à Potou, dans la zone de Podor. Mais je dois dire, par rapport à l'envergure et aux objectifs particulièrement ambitieux fixés par l'État lui-même, il y a mieux à faire. Bien sûr. C'est-à-dire à augmenter, et c'est ce qui se fera. Directement à travers l'État, au cours de la prochaine phase du PSE. À partir à la fois des moyens de l'État, mais aussi quelque part et pour beaucoup, à travers le partenariat public-privé. Au moins, c'est important que le privé, conformément au montage que vous avez dû voir du PSE 2 et comme le PSE 1, qui a une contribution particulière à faire, s'implique davantage. Pourquoi je le dis? Parce que dans le cas de ces infrastructures, pour l'essentiel, c'est des infrastructures marchandes. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut faire du business avec. On fait une grande chambre froide à Kayar, mais on conserve la pomme de terre pour les producteurs, mais ils payent au kilo. Vous allez en Hollande, juste pour donner un exemple. Oui. C'est une campagne pour la pomme de terre. Une seule campagne, il n'y en a pas deux. Et la Hollande est non seulement autosuffisante en oignons, non en pommes de terre, mais est fournisseur pour l'essentiel de l'essentiel des pays du monde. Et ça, c'est parce que, quelque part, ils ont travaillé à mettre en place un dispositif impressionnant, une capacité de conservation de l'ordre de millions de tonnes qui permettent de garder et de gérer dans le temps. Donc ceci, naturellement, se fera, mais c'est payant, c'est le secteur privé. Donc quelque part, le secteur privé est interpellé. Et on le fera aussi pour bien d'autres espèces, parce que ça va être des chambres froides mixtes, ou dans la même chambre froide, dans des compartiments différents, on peut garder à la fois de l'oignon, de la pomme de terre, de la carotte, peut-être même de la mangue. En tout cas, oui, c'est une priorité de l'État. En bon séeréer, vous aimez l'oignon depuis tout à l'heure. Oignon revient dans vos propos. Permettez-moi de rappeler aux auditeurs qu'ils écoutent Business Mac, le rendez-vous du pétrole, du gaz, mais également le rendez-vous de toute l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Et Macoumba Diouf, directeur national de l'horticulture, est notre invité. Nous allons parler de l'oignon. Vous êtes séeréer, vous l'aimez. La commercialisation de l'oignon, le prix producteur a été fixé à 250 francs, un prix déterminé en marge d'une rencontre qui s'est tenue hier, que vous avez présidé à Potou. Justement, à Saint-Louis, l'oignon local est très prisé par les populations, mais ils ont du mal à savoir à quel prix se fier. Apparemment, il y a une spéculation. Écoutons la correspondance de Momar Alisnian. Après quelques jours de raréfaction, l'oignon local refait surface et inonde le marché saint-louisien. Mais les acheteurs font face à une certaine instabilité du prix du kilogramme qui varie entre 225 et 300 francs CFA. Ces 2 derniers jours, nous avons de l'oignon. Certains l'achètent à 225 francs les kilogrammes pour le revendre à 275 francs CFA. Et les détaillants sont obligés de le vendre à 300 francs le kilogramme. Le sac d'oignon de 50 kilogrammes est vendu entre 11 000 et 11 500 francs. Quel que soit le prix sur le marché, les consommateurs ne cachent point leur préférence pour cet oignon produit au Sénégal. Nous préférons l'oignon sénégalais. Nous le préférons à l'oignon importé car il ne contient pas d'eau et sa cuisson est rapide et il a beaucoup plus de goût que l'oignon importé. Toutefois, ces derniers lancent un appel à l'endroit des autorités pour veiller à la fixation du prix du kilogramme d'oignon dans les marchés. Saint-Louis, Momar Alisnian, iRadio. Momar Alisnian, merci infiniment. Monsieur Macoumba Diouf, vous avez écouté. Donc, les consommateurs, en tout cas à Saint-Louis, aimeraient être fixés par rapport au prix. Parce qu'apparemment, vous l'avez écouté dans le sujet, il y a une certaine spéculation. Est-ce qu'il y a un suivi? Oui. Si vous permettez juste allez-y. Un élément sur le financement qui est un peu lié à cette question. Je dois rappeler que l'une des limites du financement, à part l'accès, c'était quand même les taux d'intérêt et les conditions d'accès. Et je dois dire que tout le monde est au courant de l'ADR, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, où vous avez un crédit sans garantie et le taux ne peut pas atteindre 5%. Je dis quelque part aussi, voilà un type de financement particulièrement adapté pour le monde rural. Parce que c'est à des conditions particulièrement douces et qui permettent d'exploiter sereinement, et comme l'activité horticole est rentable, de rembourser et vraiment de bâtir une vraie entreprise. Je tenais à préciser ça en dehors des autres guichets, parce qu'il y en a qui existent. Même la CNCA a des conditions peut-être
un peu moins douce que la DER, mais elle reste quand même particulièrement intéressante en termes de conditions de crédit pour le monde rural, si vous les comparez aux autres établissements financiers. Donc c'est pour dire que quelque part, de manière structurelle, j'allais le dire, le chef de l'État a trouvé la solution à la question du financement du monde rural à travers cette DER où toutes les collectivités locales sont dotées. Maintenant, quelle solution pour le prix? Pour le prix, elle a été trouvée. Le prix de l'oignon, oui. Oui, elle a été trouvée la solution. Pourquoi? Parce que certainement, si vous avez suivi avec l'élément de votre collègue hier, on a travaillé à la fois, et ça aussi c'est quelque part pour répondre à une des contraintes que j'ai notées ici, c'est la commercialisation. Les difficultés qui ont été évoquées, la commercialisation en faisait partie. Oui. Mais vous savez également que l'État, à travers le ministère du Commerce, notamment à travers nos collègues de la Direction générale de la régulation, l'Agence de régulation des marchés ARM, c'est l'occasion de saluer notre collègue Amadou Abdoul Si, pour le travail de qualité qui se fait. On a pu, avec la régulation, mettre en place ce qu'on appelle des plateformes. Ces plateformes, c'est presque des cadres de concertation où les organisations, les producteurs, à travers leurs organisations, les commerçants, les transporteurs, se retrouvent pour organiser la commercialisation. C'est ce qu'on a fait à Podor récemment, à Nyanga où on s'est réunis pour l'Union de la Vallée, et à Potou, dans le Léona, pour la zone des Niayes. Et le prix a respectivement été fixé à 240 francs pour Podor et 250 francs pour les Niayes, mais au niveau de la plateforme. Et la plateforme a ce qu'on appelle des points de collecte, c'est-à-dire des lieux dédiés où on commercialise l'oignon, où le groupage se fait. Et c'est pesé, parce qu'on a parlé de vente au kilo et non pas au sac. Donc pour respecter ça, ce dispositif a été mis en place et permettra de faire la traçabilité des opérations entre producteurs et commerçants avant le détaillant ici à Dakar ou dans les grands centres. Et pour ça, on va exiger les peser. D'abord, le conditionnement au sac de 25 kg, les peser à la bascule, et les lettres, ce qu'on appelle les lettres de voiture, qui constituent la documentation que même le convoyeur vers les grands centres doit détenir pour prouver qu'il s'est procuré l'oignon en bon lieu, au lieu approprié et au prix indiqué, recommandé. Donc, ça garantit, ça sécurise le producteur. Et ça nous a permis... Et le consommateur, le prix à la consommation. Merci beaucoup. Vous visez dans la même direction que moi, parce que je dois rappeler que si le chef de l'État donne des instructions au ministère en charge et que le service travaille à cela, c'est pour que la notion d'équité qui préoccupe au premier chef, le chef de l'État, dans son mode de gouvernance que tout le monde connaît, depuis la décentralisation et j'en passe, c'est pour que ça règne aussi à ce niveau, cette équité, que tout le monde trouve son compte. C'est pour que le prix puisse être maîtrisé à un niveau suffisamment rémunérateur. Et homologué aussi. C'est ce qu'on a fait, c'est ça l'homologation. Donc, puisse être homologué et assurer une rémunération correcte pour le producteur, mais un prix économiquement soutenable pour le consommateur qui ne voit l'oignon comme Oumou Kalsoum qu'au marché. Parce qu'il est sénégalais aussi. Et il a les mêmes droits que le producteur qui a produit l'oignon à Potou, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, comme ça, au détail, on devrait être autour de 350 francs. Vous voyez que ça règle le problème de tout le monde. Et en même temps, entre ces 250 bord-champ ou prix plateforme, qu'on a appelé aussi prix plafond, et ces 350, le producteur trouve son compte, le transporteur, le représentant du commerçant, pour ne pas parler de coxeur, parce qu'on parlait souvent de coxeur que je n'aime pas trop, le commerçant lui-même, grossiste, et le détaillant. Jusqu'à la bonne dame que vous trouvez dans votre quartier ici à Sacré-Cœur, en face de chez vous, qui est à sa table, tout le monde trouve son compte. Donc voilà la solution qui a été trouvée. Maintenant, ce qui reste, c'est que les producteurs eux-mêmes jouent le jeu. On leur a dit hier, la qualité n'est plus un argument. C'est pas moi qui ai parlé, c'est une dame qui a parlé tout à l'heure dans votre élément, qui a dit que l'oignon local du Sénégal
elle a dit exactement l'inverse de ce qu'on disait il y a quelques années. On disait que l'oignon local n'est pas bon, il est rempli d'eau. Ce n'est plus en tout cas la vérité. On a un oignon de très grande qualité, on a une pomme de terre de grande qualité, un oignon, bref, des fruits et légumes de grande qualité. Donc il n'y a plus d'argument. Donc il faut que les producteurs aussi jouent le jeu, je l'ai dit hier, à travers leurs organisations, qu'eux-mêmes ils fassent la police, entre guillemets, entre eux. Mais vous avez la responsabilité quand même de les accompagner. Non, nous, on s'est acquitté déjà de cette responsabilité et on va continuer. Je vous le dis parce que dans cette zone de Niayes et dans la vallée, un producteur qui se respecte ne pourra pas vous dire je ne sais pas comment on cultive l'oignon. Le paquet technique a été largement diffusé. Ils ont bénéficié de formations, des visites guidées, d'encadrement avec la SAED, avec la direction de l'horticulture, l'ANCAR, les DRDR. Donc ça veut dire que si quelqu'un récolte son oignon avant maturité, c'est parce qu'il l'a fait à dessein. Et ça, on a dit aux gens que si on parle de kilos à 205 francs aussi, c'est l'oignon de qualité, l'oignon arrivé à maturité. Voilà. Et donc, ça c'est important. Et sans vous couper, Oumou Kalsoum, j'ai bien aimé le titre de votre émission, le pétrole et le gaz. Vous allez me marcher sur la langue parce que ma question concerne le pétrole et le gaz. On sait qu'en l'Afrique abrite une grande variété de conditions climatiques qui favorisent une large gamme de produits agricoles. Seulement, il faut des mesures d'accompagnement, des infrastructures de dernière génération, des unités de transformation, en somme, une industrialisation du secteur. Maintenant, avec la découverte du pétrole et du gaz, cela faciliterait la tâche normalement parce qu'on sait que les machines marche avec le fioul ou le gasoil et on sait aussi que le gaz naturel permet de fabriquer l'engrais, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais merci beaucoup. Donc, je vois que j'ai une experte en face et c'est très bien quand c'est sérieux, c'est e-radio. Donc, vraiment, c'est vraiment pour dire que vous voyez juste, c'est pratiquement interconnecté. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où la vision du chef de l'État montre le caractère intégré de notre économie. Oui, je vous le dis, moi je ne suis pas un expert du pétrole, c'est juste un avis ou des avis que je vais vous donner. Mais en tout cas, au moins, cette matière première aiderait, encouragerait l'industrie. L'industrialisation. Exact, l'industrie de l'engrais. Ça c'est clair, si on a le gaz. Parce que ça nous reviendra certainement moins cher. Et ça inciterait davantage d'opérateurs sénégalais et même étrangers, parce que ce n'est pas interdit, de s'installer et l'essentiel que ça soit produit au Sénégal. J'ai l'habitude de le dire quand ils opposent des étrangers à des Sénégalais. Pour l'horticulture, je dis, moi, vraiment, je ne mettrai pas de priorité sur ça. L'essentiel est que ça soit semé au Sénégal, que ça pousse, que ça fructifie et que ça soit consommé au Sénégal. Et peut-être même le Sénégal pourrait devenir un pays exportateur d'engrais, oui, avec le gaz. Mais très bien, vous l'avez dit. Mais avant de poursuivre là-bas au monde, je voudrais que vous me permettiez de dire une chose qui est une forte conviction. Je pense que le pétrole vert sénégalais, c'est l'horticulture. Oui. Et je ne vais pas parler d'or vert. Je parlerai de pétrole vert et le plus durable et le plus sécurisé et le président l'a compris, c'est notre agriculture. Et il y a le pétrole noir pour l'accompagner. Exact. Maintenant, c'est pourquoi je dis pétrole pour pétrole. Le pétrole noir peut bel et bien accompagner le pétrole vert. Et de manière particulièrement durable. C'est pourquoi je disais, c'est pour le saluer, pour la saluer, cette découverte qui est une bénédiction pour notre pays, je prends ça comme tel, effectivement, qui est un pays d'abord agricole. Et si cette découverte, parce qu'on parle du gaz, mais même le pétrole, vous savez aujourd'hui le coût de l'énergie, oui, bien sûr, c'est la rubrique la plus chère du budget de culture aujourd'hui au niveau de l'horticulture. C'est tout le temps au-delà de 35 à 40%. Donc ça veut dire que si quelque part on maîtrise l'énergie, on réduit cet effet de renchérissement des coûts de production, on réduit le gain du producteur et conséquemment on va certainement réduire, n'est-ce pas, les prix de ces fruits et légumes et les rendre beaucoup plus supportables par le pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est-à-dire, quelque part, donc, le link est tout fait et c'est heureux que le chef de l'État ait pris par anticipation des mesures allant dans de la réglementation. Vous avez toute une législation, tout un arsenal juridique qui a été mis en place et qui conditionnera, qui obligera, n'est-ce pas, celui ou ceux qui auront dans l'avenir à gérer ce pays, à gérer ce pétrole et ce gaz dans la transparence et dans l'équité pour un impact
dans notre économie, mais aussi pour un impact ressenti par le commun des Sénégalais. Non seulement il y a cette législation, mais il y a des instituts de formation. Oui, on va développer des capacités sénégalaises pour gérer ça. L'environnement, n'est-ce pas, économique, a été tellement, des investissements a été tellement favorisé que beaucoup de groupes sénégalais, sous-régionaux comme internationaux, pourront s'installer. Bref, bravo au chef de l'État pour cette anticipation et pour cette belle vision qui va aider notre pays à s'en sortir avec en plus de nos acquis, l'appui du pétrole et du gaz. Voilà. Dans Business Mac, on garde toujours le meilleur pour la fin. Nous allons faire la connaissance de Fatou Sarr, une jeune entrepreneur qui s'active dans la production d'aloe vera. Vous connaissez l'aloe vera? Tout à fait, oui. Voilà. Une passionnée de l'agriculture, notamment du maraîchage, créatrice de la marque Tahar. Mohamed Kandji, l'expert maison des portraits, en fait son affaire. Merci d'écouter le portrait de Fatou Sarr. C'est la passion qui gagne tout. Oui, rien de grand ne s'est bâti dans ce monde sans passion. Alors que son âge commençait à peine à pousser, la petite Fatou Sarr s'amusait déjà à manipuler les plantes. Ce n'était que le début d'une longue histoire d'amour avec le végétal. La cosmétique naturelle a été en moi également depuis toute petite parce que je jouais en faisant mes propres mélanges depuis que j'étais à l'école primaire d'abord. Quand je suis arrivée au lycée, je savais déjà que c'est ce que je voulais faire. Ce qui pousse la technicienne en réseau informatique à se consacrer sur ce qu'elle aime faire. L'agriculture bio-naturelle. Je fais de l'aloe vera pour faire ma cosmétique naturelle, mais également je fais la culture maraîchère. Aujourd'hui, la native de Fatick a son propre champ et entre incontestablement dans le cercle restreint des opérateurs économiques. Nous sommes sur 1 hectare pour le moment et nous avons notre petit local de transformation des produits ici à Dakar et également il y a la commercialisation. Maintenant, au niveau de la production, nous avons 4 employés et également il y a des gens qui viennent journalièrement s'il y a les récoltes des feuilles d'aloe vera. Maintenant, au niveau de la transformation, je travaille avec 8 filles. À force de courage et d'abnégation, Fatou Sarr crée son entreprise avec ses propres moyens qu'elle baptisera Tahar Alewo, un nom sérère, signe de son attachement à sa culture. Tout ce que je mélange, c'est en base de plantes. Donc, j'ai tout simplement préféré le donner le nom de Tahar dans ma langue d'origine, quoi. Avec une parfaite maîtrise des plantes et une excellente capacité managériale du haut de ses 28 ans seulement, Fatou exporte sa large gamme de produits composés de 8 types de savons, de lait de corps, d'huile de beauté et de gel d'aloe vera, entre autres, qui gagnent de plus en plus une place dans les marchés européens. Mon idée, c'était de le commercialiser au Sénégal, puis sous la sous-région, les autres pays africains, quoi, avant d'entamer le marché européen. Mais quand on a commencé et que les gens ont découvert le produit, ça a été l'inverse. C'est le marché européen qui s'est intéressé le premier que ici. Un véritable passionné, Fatou se plaît toujours à partager les vertus de cette plante vivace, sans tige, dotée de qualités exceptionnelles. D'abord, on doit savoir que l'aloe vera est une plante très riche en vitamines, en acides aminés et en enzymes. Ça, notre corps en a besoin. Le travail est une obligation pour elle, la réussite, un devoir. Ambitieuse et persévérante, l'entrepreneur passe tout son temps à travailler, mais comme tout être humain, Fatou a aussi d'autres centres d'intérêt. J'aime bien faire du fitness, j'aime également la lecture. Le sourire toujours au coin, elle fait part de ses goûts culinaires qui ne trahissent point ses origines sérères. J'adore le kéré et le mbahal gerte. C'est qu'il n'y a pas d'Indienne ici. Aujourd'hui, Fatou Sarr gère avec brio ses 2 entreprises agricoles, Sen Maraîchage et Tahar Alewo, 2 structures qu'elle compte bientôt élargir. Comme pour dire, le talent inné n'a pas besoin d'attendre des années de maturité pour s'exprimer. Merci infiniment à Mohamed Kandji, l'expert maison des portraits, et merci aussi à Fatou pour sa disponibilité. Une CRR encore, décidément. Monsieur Diouf? Non, vraiment, je félicite et encourage Fatou pour cette belle initiative. Elle est particulièrement entreprenante, comme l'essentiel des femmes de nos Sénégalaises. Et vraiment, je voudrais la féliciter. Mais dire quelque part que voilà une autre facette de la valeur ajoutée, n'est-ce pas, de l'horticulture et de ses produits et sous-produits. On a parlé des aspects nutritionnels en début d'émission. Voilà
une preuve. Il y a des aspects aussi cosmétiques au niveau des produits horticoles. Donc, à la fois au niveau nutritionnel, au niveau esthétique, au niveau cosmétique et j'en passe. Vraiment, si la panacée existait, j'allais dire que quelque part, l'horticulture et ses produits en sont une. Vraiment pour dire que le potentiel qui dort en ce sous-secteur est énorme, parce que j'ai l'habitude de le dire, si on fait référence à nos résultats, c'est vraiment sans précédent, c'est vraiment même impressionnant. Mais si on regarde là où on doit y arriver, en termes de potentiel qu'on doit exploiter, on va dire peut mieux faire. C'est un peu pour dire peut mieux faire. On doit exploiter ce potentiel pour que le Sénégal reste un pays exportateur net, parce qu'il en a le potentiel, il en a les atouts, le sol, le climat, les bras valides, une distance très proche des grands marchés internationaux, à la fois par voie maritime comme par voie aérienne. Le temps qui nous est imparti est malheureusement fini. Monsieur Macoumba Diouf, directeur national de l'horticulture, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment à Aminata Tandonka pour la réalisation. La technique a été assurée par Biram Sissé. Merci aux auditeurs. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Je cède la place à un autre frère, Antoine Diouf. Tout de suite, la grande édition de midi, le Midi 15 sur iRadio.